Bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Après l'événement politique de cette grande confrontation, allons aux événements à l'étranger. Ils sont nombreux, ce sont ces scènes impressionnantes de Trump hué mais aussi applaudi pour son action de force en Californie. Certains le soupçonnent d'une volonté de dictature. Et d'abord, cet accident spectaculaire. Arrêtons-nous sur les images d'abord. Cet accident d'avion spectaculaire aussi par la survie miraculeuse d'un passager, on va le voir en détail. Ce Boeing d'Air India qui s'est écrasé sur des immeubles d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde. Peu après le décollage, il partait pour Londres, ne laissant qu'un seul survivant connu sur les 242 personnes à bord. Il y a aussi la série évidemment des accidents de Boeing sur lesquels on va s'arrêter. La dernière catastrophe aérienne en Inde remonte à 2010. Avec nous ce soir en particulier un spécialiste aéronautique, Jean-Christophe Laminette, ancien commandant de bord chez Air France. Merci beaucoup d'être là. Marc Rochet, vous aussi, bonsoir Marc Rochet, vous êtes expert sur l'ensemble des métiers du transport aérien, ancien président d'Air Caraïbes, et puis Marion Fradinterghem, Renaud Girard, le général Nicolas Richoux. Bonsoir David. Merci à tous et à vous Marion qui êtes là. Vous êtes avec nous, merci beaucoup Amy Porter, vous êtes porte-parole des démocrates à l'étranger, donc vous êtes opposante à Donald Trump, donc évidemment vous n'aimez pas beaucoup cette équipe, mais le fait qu'elle brandisse à ce point le danger nucléaire, comment est-ce que vous le comprenez ? Le général a mis le doigt pile dessus. Elle essaie de faire peur. D'ailleurs, toute le régime Trump, on va dire, essaie de faire peur. Ils veulent que les gens s'adhèrent à cette notion de un leader fort qui s'octroie tous les pouvoirs, ce qu'il est en train de faire là avec ce qui se passe à Los Angeles. Pour que les gens s'adhèrent à voir un dictateur, il faut qu'ils aient peur. Donc ça fait tout à fait partie de sa stratégie. Et c'est lamentable, évidemment. Et aussi pour inciter à arrêter la guerre, quelles que soient les conditions. Oui. La guerre, il allait l'arrêter en 24 heures. Hein. Tout le monde attend toujours. Hein. Donc, il a rien fait. Et d'ailleurs, il a dit à un moment donné, c'est quand même très difficile. Hein. Donc, bon. Moi, je ne ferai pas le lien entre l'équilibre ou le non-équilibre nucléaire et les émeutes de Los Angeles, parce que ça n'a rien à voir. Je pense que Trump n'a pas l'intention de larguer une bombe atomique sur Los Angeles. C'est pas ça. En revanche, l'affaire ukrainienne-russe ennuie l'administration républicaine. Ils ne veulent pas s'en occuper. Ils trouvent que Biden est allé trop loin dans le soutien de l'Ukraine. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit extrêmement clairement. Ils nous ont dit c'est une histoire de sécurité qui vous concerne. Ça se passe en Europe. Effectivement, eux, les républicains, ne voient pas pourquoi 300 millions d'Américains iraient protéger 450 millions d'Européens contre 140 millions de Russes. Ils veulent se concentrer, ça a été dit très clairement par le secrétaire à la Défense, sur l'Indo-Pacifique. Et donc, ça hante, se dire, bon voilà, il y a un danger nucléaire, on ne va pas se mêler de cette histoire. Parce qu'il y en a, mais c'est pour essayer de justifier le désengagement américain. Juste une petite précision, cher Renaud, ce n'est pas une administration républicaine, c'est une administration MAGA qui n'ont rien à voir. Trump, c'est pas un républicain. Hein. Ce n'est pas un républicain, c'est quelqu'un qui s'est accaparé d'un parti républicain. Malheureusement, ce parti s'est laissé faire. Mais il y a des gens qui sont contre Trump dans le parti républicain et ils sont en train quand même de se réveiller de temps en temps. Oui, il y a des républicains anti-Trump, voilà. Comme il y avait des socialistes anti-Mitterrand ou c'est la diversité des partis et leur charme. Mauvaise nouvelle. Los Angeles, c'est pas des émeutes, ce sont des manifestations. Voilà, on verra à quel point c'est contesté puisqu'on voit des manifestants qui agitent des drapeaux étrangers. Alors Trump en fait évidemment toute une affaire. Mais avançons, on y reviendra. On brûle des voitures, j'appelle ça une émeute. Ils ont brûlé une voiture et c'est montré en boucle depuis samedi la même. Donc bon, arrêtons d'essayer de rentrer dans la lignée de Trump. Par rapport au Nouvel An à Strasbourg, c'est peu de choses. Alors, avançons. On reviendra au championnat dernier, la semaine dernière à Paris. Hein. Il y a hélas pour les Ukrainiens de mauvaises nouvelles aussi du côté de l'Allemagne, parce que Trump, ça il n'y a aucun doute, mais c'est une douche froide du côté de l'Allemagne, puisque Pistorius, le ministre de la Défense allemand, à côté de Zelensky, il est là à Kiev, dit non, il n'y aura pas de Taurus livré ses armes à longue distance. Écoutez-le d'abord et vous réagirez.
Nous ne pouvons nous empêcher de poser la question suivante. Compte tenu de l'intensification des bombardements sur toutes les villes ukrainiennes au cours des dernières semaines, et sur Kiev en particulier, envisagez-vous de nous fournir des missiles Taurus ? Pour répondre à votre question, ma réponse est non. Cette scène-là, quand même, parce qu'avec Zelensky à côté... C'est un peu gênant, parce qu'en fait, Zelensky était contrarié. Ça se voyait, il était contrarié, mais en fait, nous n'allons pas non plus trop loin dans cette histoire, parce que, quand même, Pistorius, c'est la 5e fois qu'ils sont à Kiev. C'était quelqu'un qui soutenait Kiev, et c'est un apport qui est extrêmement important pour Kiev. Il a annoncé 9 milliards... Oui, non, attendez, quand même, les Taurus, on peut dire ce qu'on veut. Il y avait un espoir immense dans cela. C'était devenu, rappelez-vous, depuis des semaines, on disait ce nouveau chancelier, enfin. Et surtout qu'il l'a dit, Merz. Il l'a dit. Merz l'a dit, il l'a annoncé, et donc ça, je peux vous dire, c'est la preuve de dissension dans la coalition. C'est une coalition, bien entendu, qu'on ne connaît pas en France, avec le SPD, etc. Vous croyez qu'en France, on ne connaît pas de problème de coalition? Non, parce que vous êtes très optimiste, général Richoux. Parce que quand on était en cohabitation, parce qu'en fait, c'est une cohabitation. Non, mais je vous taquine, bien sûr. Voilà. Alors qu'en France, la cohabitation, les choses étaient à mon avis plus claires. Mais ça veut dire que les choses ne sont pas claires au sein du gouvernement, que les choses ne sont pas claires au sein du Bundestag, et que je pense que Merz, qui est un grand coordinateur de sa coalition, et non pas le Premier ministre tout puissant ou comme le président de la République chez nous, s'est fait taper sur les doigts. On lui a dit t'as été un petit peu trop loin. C'est pas écrit dans le contrat de coalition et tu n'avais pas le droit de dire ça. Et donc ils reviennent un petit peu en arrière. Maintenant, je demande à voir. Tout à fait vrai. Un chancelier n'a pas les pouvoirs. Il n'a pas les pouvoirs. Le Parlement a le pouvoir. Hein. Oui, mais attendez. Oui, le Parlement. Non, c'est pas. Attendez. Mais c'est tout à votre honneur d'entrer dans les méandres de la politique allemande. Mais le résultat, tout ça, ça fait très mauvais effet. Oui. Quand pendant des semaines on dit regardez le courage des Allemands, ce nouveau chancelier, il va y aller, etc. Et de manière un peu penaude et laconique, il dit non, ce sera L'Allemagne a-t-elle peur de Poutine? La question, c'est oui. Pistorius est socialiste. On a surinterprété les déclarations de Merz récentes. On a présenté comme un. On les a pas surinterprétées. Il l'a dit à la télévision. On a présenté comme un scoop ce qui n'en était pas un. Quand il a dit lui-même, je ne fais que décrire un état de fait. Il a dit on a limité les États-Unis, les Britanniques, les Allemands et nous-mêmes les Allemands et les Français ont suspendu, ont levé les restrictions de portée des armes. Il avait beau jeu de dire ça puisque les Allemands n'en livraient pas des armes de longue portée. Donc il pouvait toujours dire on a levé les restrictions sur les... Ce qui était vrai, c'est que les autres ont levé ces restrictions, mais comme il l'a dit, je ne fais que décrire un état de fait. Ça n'avait rien de nouveau. On a entendu dire qu'il y avait un changement de doctrine. Il n'y avait pas de changement de doctrine. En revanche... Marion, pardon, permettez-moi de vous interrompre. Vous arrondissez comme les rondes. Non, je me permets... Je ne vous laissez pas continuer. Je ne vous laisse pas continuer parce que je me permets quand même de vous dire que si on va pas retourner la citation, il est trop tard pour ça, mais Monsieur Merz, rappelez-vous, il disait il faut que l'Ukraine soit beaucoup plus offensive. Il parlait même du pont de Kerch. Oui. Absolument. Et il a dit moi je suis pour livrer des Taurus. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y. En revanche, je dis nous avons surinterprété cette déclaration-là où j'ai entendu dire il y a eu un changement de doctrine. Il n'y avait pas de changement de doctrine en Allemagne. Ce qui est certain, et comme l'a dit Nicolas, c'est qu'il y a cette coalition est complexe. Il y a un président, un chancelier CDU, donc conservateur chrétien, très allant sur le soutien à l'Ukraine, qui est Merz, qui est un révolutionnaire sur, pour le coup, la doctrine allemande et l'idéologie allemande et la position allemande vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. Oui. Et on a un Pistorius et un parti social-démocrate qui fait partie du parti social-démocrate, qui lui-même est puissant au sein de cette coalition et qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, notamment vis-à-vis de la livraison des Taurus et de l'opposition frontale à la Russie. Ils sont totalement sur le retrait et sur le frein. Et donc, Merz est en effet dans la volonté. Mais le résultat, c'est quoi? C'est non ou c'est oui? Le résultat. On verra. Attendez, on verra. Il y a des discussions que pour le moment, ils ont trouvé un consensus. Ce sont des discussions qui ont lieu entre le SPD et la CDU. Et pour le moment, ils sont plus sur la défensive. On va passer une heure sur le SPD et la CDU. Et d'aider l'Ukraine à produire elle-même ses armes à longue portée. Ils ne veulent pas être impliqués directement, c'est très clair, dans une guerre contre la Russie. Les Autrichiens les ont impliqués dans une guerre en 1914, la Russie. Ils ne veulent pas.
Alors ils soutiennent Mais ils soutiennent l'Ukraine. Hein. l'Ukraine parce qu'ils soutiennent les démocraties. Ils ont donné beaucoup d'argent. Ils ont donné beaucoup d'argent. Mais ils ne veulent pas être impliqués. Ils ne veulent pas qu'un Taurus un jour tombe sur le ministère de la Défense à Moscou. Voilà, ils ne veulent pas. Et ils ont peur de quoi exactement? Ils ont peur. Vous l'avez dit. Ils ont peur des armes nucléaires, par exemple. Oui, mais ceux qui ne veulent pas ont peur de quoi? Ceux qui ne veulent pas ont peur de quoi? Il y a un front de pacifisme qui est un résultat facile. Les sociaux-démocrates sont pacifistes. Scholz ne voulait pas des Taurus. Et Pistorius est social-démocrate. Il ne veut pas. Moi, j'ai vu Scholz, quand il était dans le gouvernement Merkel, s'opposer frontalement à Merkel. Mais est-ce qu'il reflète, mais est-ce qu'il reflète l'opinion d'une partie des Allemands? Aussi, oui, bien sûr. Aussi. Bien entendu. Bien sûr. Mais on disait que les Allemands s'étaient enhardis. Les Allemands n'ont jamais repensé. Ils ont été très traumatisés par la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas été très drôle. L'occupation de Berlin par les Russes n'a pas été follement pratique. Mais rappelons quand même que les Allemands ont gavé le régime russe de leur argent. Ils ont acheté des quantités de gaz phénoménales. Et ils sont gavés aussi. Et aujourd'hui, on comprend qu'au lieu d'être courageux, comme beaucoup le prédisaient, ils ne sont pas si courageux que ça. Ils se sont gavés par le commerce. C'est très subtil parce qu'en fait. Ça c'est très subtil, ça c'est sûr. Les Allemands actuellement sont pour s'armer. Ça, c'est à 60% en Allemagne. Oui, pour se défendre eux-mêmes. Ils sont pour s'armer et pour construire leur propre armée forte. Mais en revanche, donner des armes, ils sont pour aider l'Ukraine, mais pas pour toutes les armes. Voilà. Et puis, rappelez-vous qu'en avril 2008, l'Allemagne, dirigée par une chrétienne démocrate, que connaît très bien personnellement, qu'a connu personnellement Marion, a mis son veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc non. Avec Nicolas Sarkozy. Avec Nicolas Sarkozy, les Français et les Allemands. Et donc, il est très certain que l'Allemagne ne risquera jamais sa vie pour la liberté de l'Ukraine. C'est maintenant, je fais le pari ici sur ce plateau qu'ils y viendrons. Pareil. Moi aussi. Je suis d'accord avec vous. Alors, la situation n'est pas mûre politiquement, mais ils le veulent. Ils ne peuvent pas le dire et ils y viendront. Avançons. Allez, encore une bouteille de champagne. Vous parirez vos pochettes parce que là, il y a un concours de pochettes ce soir entre, regardez, Général Richoux, très belle pochette. Le commandant Girardot, et regardez, le dandy suprême. Alors lui, il a mis sa cravate en pochette. C'est Renaud Girard. Tirez votre cravate de votre pochette. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment. Mais j'ai considéré que ça, c'est ça, c'est vraiment la préciosité. C'est le dandy, voilà, qui négligemment met sa cravate comme ça en pochette. Franchement, Renaud Girard. Voilà. Avançons puisque et dans quelques instants, on entendra une déclaration extrêmement forte de Jeffrey Sachs. C'est un personnage très important dans la galaxie américaine qui explique un point de vue américain qui est qu'effectivement, on veut aider les Ukrainiens, mais pas assez. Et donc, on sacrifie de fait les Ukrainiens. Et que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, ce qu'on est en train de vivre. Mais on aura la déclaration dans quelques instants. Passons par ce qui se passe aux États-Unis. Les manifestations à Los Angeles qui continuent avec la volonté de Trump de surchauffer en quelque sorte par une répression policière et même militaire de ce qui se passe là. Et on va voir que Trump dénonce en particulier le fait que des drapeaux étrangers sont agités. Des drapeaux mexicains. Ça, pour les Trumpistes, c'est vraiment la preuve que ces manifestants qui soutiennent des illégaux sont en réalité anti-américains. Et écoutez en quels termes vifs, pour ne pas dire violents, le président Trump les nomme. Ce sont des animaux. Ils portent fièrement les drapeaux d'autres pays, mais ils ne portent pas le drapeau américain. Ils ne font que le brûler. Est-ce que vous avez vu beaucoup de drapeaux être brûlés? Ils n'étaient pas brûlés par des gens de notre pays ou par des gens qui aiment notre pays. Les personnes qui brûlent le drapeau américain devraient aller en prison pendant 1 an. Très simplement, nous allons libérer Los Angeles et la rendre à nouveau libre, propre et sûre. Cela va se passer très vite. Voilà, réaction. Oui, alors il compare, j'ai bien entendu, les Mexicains aux animaux. Non, enfin, les manifestants le fait. Oui. Il est très choqué que les gens avec le drapeau mexicain. Que les gens agitent un drapeau. Il a bien utilisé le terme animaux. Oui, alors le terme animaux, c'était utilisé par le parti nazi également. Et puis ça oppose dans la littérature classique gréco-romaine les barbares et puis les civilisés. Tacite, les Bretons, ils sortaient de leur tanière dans les marais, etc., etc. Voilà. Donc
Donc là, il y a quand même quelque chose qui va pas très très bien. La deuxième chose, c'est que la Californie, elle a été, si je ne m'abuse, elle a été mexicaine. Donc il peut y avoir. Voilà. Los Angeles, San Diego, San Francisco, toutes les villes ont des noms espagnols. Absolument. Bien sûr, et donc a été arraché, comme d'autres régions des États-Unis, aux Mexicains au 19e siècle. Et là, il y a peut-être un message, effectivement. Mais là, c'est typiquement Trump. D'essayer de faire une montagne de quelque chose qui n'a aucune importance. C'est vrai que le drapeau mexicain a toujours été associé au sud de la Californie. Quand les Lakers gagnent le basketball, le championnat, on en voit dans les rues. Ça n'a aucune importance. Et surtout l'hypocrisie de cet homme. Parce que si vous vous souvenez bien du 6 janvier 2001, le drapeau américain a été utilisé pour brutaliser des policiers. Ils les ont frappés avec des drapeaux américains. Non, je suis désolée. Cette parole ne vaut strictement rien. Pour les Trumpistes, le fait que des manifestants manifestent contre sa politique de renvoi des illégaux, de surcroît en brandissant des drapeaux étrangers, en l'occurrence mexicains, est-ce que ça va les toucher ? Pour les partisans de Trump? D'abord, moi, je me réjouis que ça ne se passe pas en France. Je n'aimerais pas voir des Alsaciens brandir le drapeau allemand ou d'autres circonstances. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on a le drapeau algérien, bien sûr. Je n'aimerais pas qu'on brandisse dans des rues. On a tout à fait le droit de manifester, c'est-à-dire le droit de manifestation est reconnu par la Constitution américaine. Moi, j'ai vu des voitures brûlées. Alors peut-être que c'était alors il n'y en a eu qu'une seule. Bon, j'espère que vous êtes sûr de vos faits et qu'il n'y en a pas eu 2 ou 3. Mais bon, une seule. J'en ai vu. On a tout à fait le droit de manifester. Si on fait de la politique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est contre certaines mesures décidées par le président Post. On est d'ailleurs dans un état d'opposition au Parti républicain américain, un état démocrate, la Californie. On ne brandit pas des drapeaux étrangers. On peut brandir un drapeau américain parce que on peut manifester au nom de l'idée qu'on se fait de l'Amérique et d'une bonne politique américaine. Mais on ne manifeste pas. Mais ce n'est pas ce qui est important. Par exemple, si un jour, je ne sais pas, un parti, qu'est-ce qu'on pourrait inventer, le Rassemblement National, il y a le drapeau algérien qui défilait avec des drapeaux russes, je ne pense pas que vous trouviez ça normal. Et que, je dis juste que ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est qu'ils sont en train de kidnapper des gens dans la rue, des hommes, des femmes, des pères de famille, des mères de famille qui sont aux États-Unis depuis 20, depuis 30 ans. Certains, au moment où ils vont pour régulariser leur situation, ils les cueillent devant les tribunaux. Aujourd'hui, dans une église, ils sont allés en prendre. Hier, dans les champs de fraises, ils ont couru après. Je vais vous dire, il n'y aura pas de fraises cette année, parce qu'il n'y a personne. Non, mais les gens, ils ont peur. D'ailleurs, Trump a changé déjà sa position, parce que vous l'avez entendu aujourd'hui, qu'il a dit, mais un certain nombre de fermiers et de nos restaurateurs ont bien besoin quand même de la main-d'œuvre. Donc il a compris que ça posait beaucoup de problèmes économiques. Ce n'est pas un délit aux États-Unis, il faut le souligner. Absolument. C'est même pas, vous n'avez même pas travailler sans d'employés partout aux États-Unis. Des clandestins, ce n'est pas un délit. À quel point le pays est divisé? Alors certains vont plus loin, ils disent que le risque de sécession existe à terme avec une révolte des États démocrates, par exemple, contre le pouvoir. C'est très compliqué. Aux mains de Trump. On verra. Pour l'instant, en tout cas, on en est à la division politique. Regardez cette scène. Trump s'est rendu à la représentation des Misérables au Kennedy Center de Washington. Alors je ne sais pas si c'est la même représentation des Misérables que celle qu'on connaît dans la série. Et il a été hué. Écoutez bien la scène qui va suivre. Il est hué. Sur la fin, il est aussi applaudi par ses partisans. Mais enfin, c'est quand même les hués qui dominent. Écoutez.
Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu, on peut s'attarder sur l'image. Il y a le couple Trump qui est là au balcon. D'ailleurs, il salue, évidemment, quand on est hué, il faut saluer, il faut provoquer un peu. Il a compris. Mais bon, voilà, regardez-le. Il est là en smoking avec son épouse. Tout le monde le hue, enfin pas tout le monde justement, certains applaudissent. Et puis il y a aussi les téléphones portables qui filment la scène. Je ne sais pas si on peut entendre les huées en même temps qu'on voit l'image. Il est là tout au milieu. Regardez, là, en dessus de l'écusson. Le sceau de la présidence. En dessus du sceau de la présidence. Mais il faut comprendre l'origine de ce qui s'est passé. Le Kennedy Center, comme son nom indique, qui a été démarré par la famille de John Kennedy, qui a toujours été un bastion de libéralisme. Démocrate. Il y avait toutes les... Non, mais... Dans ce Kennedy Center, on mettait toutes sortes Et Trump est arrivé, il a viré tout le monde, il a viré la famille Kennedy, Caroline Kennedy, entre autres, sa fille, et il a mis ses sbires à la tête du Kennedy Center, donc plus personne n'y va. Hein. Donc hier, c'est tout à fait exceptionnel. Apparemment, il y a des gens qui ont décidé de venir pour le huer. Mais il a mis un Kennedy à son gouvernement, mais c'est un Kennedy assez bizarre, qui ne croit pas à l'efficacité des vaccins. Moi, je crois à l'efficacité des vaccins. Mais il l'a mis comme ministre de la Santé. Il a pris un vrai Kennedy. Le Kennedy le plus original. Le Kennedy le plus original. Pour être gentil, le Kennedy le plus original. Et je recommande la page Instagram de ce Kennedy-là, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes il est un peu complotiste, anti-vaccin, etc. Et il parle notamment aux corbeaux. Et il y a de scènes très particulières où il discute avec les corbeaux et ça... Ils sont très intelligents. Vous avez raison. Mais il a dit qu'il avait un verre dans son cerveau. Alors ça, je ne connais pas l'histoire du verre dans le cerveau. Quoi qu'il en soit, continuons dans cette veine des grandes divisions américaines qui vont être encore accentuées par ce qui se passera samedi, 14 juin. C'est l'anniversaire de Trump et c'est les 250 ans, je crois, des armées. Et Trump veut en faire un très grand défilé. Il a été inspiré par le 14 juillet en France. Il a dit à Emmanuel Macron et à Brigitte Macron, il a trouvé ça extrêmement beau et il s'en inspire, mais il y aura beaucoup de manifestations contre cela. Tous les anti-Trump seront, une partie d'entre eux en tout cas, dans les rues un peu partout aux États-Unis. Il n'y a pas que ça. Il y a déjà la partie des sénateurs républicains qui hésitent d'y aller. Apparemment, il y a même autour de Trump, parce qu'en fait, pour eux, ce qu'ils craignent, c'est que cette histoire va coûter 45 millions de dollars. Et en fait, ils craignent que leur électeur, après, leur reproche d'avoir participé à une fête privée de Trump aux frais de l'État. Surtout qu'ils ont dit qu'il coupait les budgets, qu'il faisait des économies. Il a du mal à faire passer son BBB au Sénat. Et donc, il y a pas mal de républicains qui trouvent des excuses. Tantôt, je me marie. Tantôt, j'ai un conflit dans mon planning. Oui, j'ai l'anniversaire de ma fille, je ne peux pas la décevoir. L'autre qui a dit, je ne suis pas allé chez moi à 1 heure de Washington, là je veux rentrer chez moi. Donc, mais il y aura aussi des manifs, 4500 cités, villes aux États-Unis et partout dans le monde. Rien qu'en France, on sera dans 9 villes samedi, Paris, place de la Bastille, pour ceux qui sont là. Il devait y avoir le pape qui venait faire une messe. Le pape ne devait pas venir faire une messe. Alors, le pape vient faire justement une contre-programmation à Chicago, sa ville natale. Voilà, qui risque de lui et il a choisi le même jour pour faire ça. Mais l'autre a mangé son pain blanc, c'est absolument évident. Oui. Il a gâché, en fait, en quelque sorte. Je vais dire pourquoi il a gâché. Il a gâché sa période de grâce. Il y a toujours une période de grâce quand on commence, quand on a une belle élection comme il l'a eu, qui a surpris tout le monde. Et parce que, en fait, il n'a rien réussi de concret. Il n'a pas réussi à faire la paix avec l'Iran, là ça vient d'échouer. Il n'a pas réussi à faire la paix avec la Russie. Il n'a pas arrêté la guerre à Gaza. Il n'a pas vraiment quelque chose. Il n'a pas fait baisser les prix. Il n'a pas réussi. Alors, il a peut-être réussi effectivement à ce qu'il y ait beaucoup moins de latino-américains qui se précipitent sur les frontières des États-Unis. Avançons un peu. Mais l'obsession de Trump autour de ce défilé est quand même très marquante et une obsession aussi historique. Il est maintenant passionné d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et surtout par cette idée que les Américains ont été la puissance, le grand vainqueur de 1945 et que les autres devraient être un peu plus modestes. Écoutez l'échange au téléphone, enfin il rapporte un échange au téléphone qu'il aurait eu avec Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines, c'était l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai appelé la France et le président Macron. C'est un homme bien. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, nous célébrons la Seconde Guerre mondiale, notre victoire. Votre victoire? Vous avez gagné?
Dites-moi en plus. Vous savez, nous avons gagné la Seconde et la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Nous les avons gagnées. Et pourtant, nous sommes le seul pays qui ne fait pas la fête. Tout le monde le célèbre, sauf nous. J'ai donc décidé que nous devrions le faire aussi. Alors, attendez, laissons le général français répondre. Oui. Voilà. Est-ce que la France était parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? De facto, oui, sur le plan tactique, moyennement. Voilà. Mais il a dit aussi qu'il avait gagné la Première Guerre mondiale, etc. Voilà. Mais il y a aussi une explication. J'avais jamais entendu cette réponse. De facto, oui. C'est habile. De facto, oui. On fait partie des vainqueurs et après, on est au Conseil de sécurité. Bien sûr, grâce à De Gaulle. On fait partie, grâce à De Gaulle, sans victoire militaire décisive. Mais il y a eu aussi l'autre, là, comment s'appelait-il? Son nom m'échappe maintenant. Non, je voulais dire Pétain, non? C'est comme ça qu'il s'appelait? Pétain, mais la légitimité de la France, on la tient de Gaulle et non Pétain. Même si les parlementaires avaient voté, pour... les parlementaires, une majorité de gauche qui a voté... la Chambre du Front Populaire. La Chambre du Front Populaire. Voilà. Alors, il y a une chose aussi... Donc ça, c'était la partie fictive. Oui, qu'il faut expliquer, c'est que la fin de la guerre pour les Américains n'est pas celle de la fin de la guerre en Europe. Nous, on fait ça le 8 mai, alors qu'eux, la fin de la guerre, ils ont encore 4 mois de la guerre en Extrême-Orient, et c'est en septembre. Et donc, sur le plan, je dirais, psychologique, et ils s'attendaient à avoir des pertes tout à fait massives avant de lancer la bombe atomique. Surtout pour les 100 000 morts qui sont morts en 39-40 jusqu'en mai 40, il faut quand même rappeler, cher Darius, qu'il y avait un régime qui s'appelait régime nazi, la Suisse n'a rien fait, etc. L'Amérique n'a rien fait. Regardez comme ils sont. Non, il y a quand même 100 000 morts. Et donc la France a quand même eu le courage, avec l'Angleterre, de déclarer la guerre à l'Allemagne pour la Pologne. Elle a fait une très grave faute, les Anglais et les Français ensemble, de ne pas immédiatement attaquer la frontière quand les panzers déferlaient sur la Pologne. C'est une grave erreur, nous sommes d'accord. Nous avons demandé des armes aux Américains, ils ont refusé, ils nous ont dit débrouillez-vous. Et ils sont venus ensuite dans la guerre, en décembre 1941, pas parce qu'ils voulaient combattre le nazisme comme nous, pas du tout, parce que les Japonais les ont attaqués et parce que Hitler a déclaré la guerre à l'Amérique. Pas l'inverse, c'est pas l'Amérique qui a décidé, quand même, les massacres de Juifs c'est un peu trop, on va déclarer la guerre à l'Allemagne. Non, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Hitler, dans un mouvement un peu fou, qui a décidé de déclarer, une semaine après Pearl Harbor, de déclarer la guerre à l'Allemagne. Revenons donc, honneur, alors, on a perdu la guerre, c'est tout à fait exact, en 40, mais honneur aux 100 000 morts. On a eu plus de morts, 550 000 morts en France à peu près, que les Américains qui en ont eu 400 000. Voilà, donc après, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Voilà. Bien sûr, ça va de soi. Et respect à la résistance et aux morts et à De Gaulle. Effectivement, revenons à l'actualité aussi de Trump qui d'abord salue, c'est son administration, salue la fête nationale russe. C'est Rubio qui, de manière absolument appuyée, a déclaré: les États-Unis soutiennent les aspirations des Russes à un avenir meilleur. Les États-Unis restent déterminés à soutenir le peuple russe alors qu'il continue de construire ses aspirations à un avenir meilleur. Tout ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Écoutez Vladimir Poutine qui se réjouit de cette journée. L'immortalité s'exprime dans les victoires de notre pays. Le chemin qui mène à ces victoires est tracé par des gens comme vous et vos camarades, vos compagnons d'armes, qui maintenant, vous le savez mieux que quiconque, en ce moment même, sont en train de s'acquitter de leurs tâches. Comment expliquer l'espèce, pas seulement il y a une sympathie sans doute entre Trump et Poutine, une espèce d'accord politique relatif, mais c'est ce discours de beaucoup auprès de Trump que c'est une guerre sans issue. Il faut écouter ce soir une déclaration très forte, c'est Jeffrey Sachs, vous allez dire qui est Jeffrey Sachs, c'est un intellectuel américain, il est interviewé par Tucker Carlson, qui défend un des points de vue qui est celui de la galaxie Trump. Pourquoi ? Parce que Jeffrey Sachs, c'est un professeur à Harvard, un économiste, qui va aider les pays de l'Est, la Russie, mais aussi la Pologne, donc il connaît très très bien la Russie et la Pologne, dans les années 90, avec toute une équipe, pour les aider à passer à l'économie de marché, en fait, voilà. Et donc il connaît très bien, et il s'est exprimé, il est même le chef d'une école, en quelque sorte idéologique aux États-Unis, qui n'existe pas vraiment ici, qui est de dire que
c'est de la faute de l'OTAN et des Ukrainiens s'il y a la guerre aujourd'hui. Que Jeffrey Sachs dit il a fait beaucoup de vidéos très populaires, que c'est une provocation de la part de l'OTAN de s'être étendue à l'Est, qu'on n'a pas respecté, c'est ce que dit Jeffrey Sachs, qu'on n'a pas respecté les promesses que le secrétaire d'État Baker américain avait fait à Gorbatchev, et que donc la guerre en Ukraine est de la faute de l'Occident. C'est ce que dit Jeffrey Sachs, et il y a beaucoup de gens, et alors, particulièrement dans le parti américain, qui suivent ce Jeffrey Sachs, qui évidemment à l'origine est un démocrate. Écoutez-le dans son argumentaire. Je pense qu'il est évident, et ce depuis de nombreuses années, que les Américains poussent l'Ukraine à se battre, à ne pas accepter la neutralité. Il s'agit d'un projet de l'État profond américain, du complexe militaro-industriel, qui remonte à plusieurs décennies. Et l'objectif n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'objectif est d'affaiblir la Russie, c'est le but. Voilà. Quelle est la part de vérité de cet argumentaire ? Quand Jeffrey Sachs dit c'est vrai qu'on a aidé les Ukrainiens, mais on ne les aide pas assez pour récupérer la Crimée. Ça paraît incroyable. La Crimée est occupée depuis 11 ans et les Occidentaux aident, mais pas assez pour récupérer la Crimée. Est-ce que ça donne raison ? Pourquoi n'aide-t-il pas plus ? Le truc, c'est que Jeffrey Sachs, c'est la preuve qu'on peut être un économiste assez compétent. Il est compétent, il est dans Harvard, une grande université avec les grands chercheurs, et être complètement stupide dans la géopolitique et ne comprendre absolument rien dans la géopolitique. L'Ukraine n'a pas cherché quoi que ce soit. Non mais là, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Bah si, non mais là, ce qu'il dit là, quand il dit les Américains, quand les Américains n'aident pas assez pour vraiment que l'Ukraine gagne la guerre. Ils veulent affaiblir la Russie, mais ils veulent pas que l'Ukraine gagne la guerre. Est-ce que ça c'est vrai ? C'est vrai, je pense que qu'on entende tout le monde. Oui, je pense que c'est vrai, mais c'est vrai aussi des Occidentaux pour des tas de raisons, parce qu'on n'était pas prêt à ça, on n'était pas en économie de guerre. Les Américains en auraient les moyens s'ils le voulaient. Ils ont les moyens, mais au début, les Européens. Écoutez, en 2014, c'était quasiment une affaire intérieure entre l'Ukraine et l'ex-Union, enfin dans l'ex-Union soviétique, en fait. La perception qu'on avait de l'Ukraine était que c'était un État de l'Union soviétique, et à aucun moment que ça n'était un État souverain. Il faut quand même le dire dans les pays occidentaux, de la même manière qu'on ne s'est pas trop embêté quand les Russes sont intervenus en 56, en 68, etc. De 1994, donc, je pense effectivement que on a une perception très tardive de ce que l'Ukraine était un État souverain qui avait le droit de vivre sa propre vie. Marion Van Interghem, aujourd'hui, parce qu'on rappelle 2014, mais aujourd'hui, comment expliquer que les États-Unis veuillent aider l'Ukraine, mais pas assez pour qu'elle récupère militairement, c'est ça le but. Quand on est un pays occupé, on veut récupérer son terrain. Récupérer la Crimée, récupérer le Donbass. Non, on ne voulait pas, et des Ukrainiens me l'avaient dit sur place. Ils avaient dit, parce qu'il y a eu un moment au début de la guerre, vous vous souvenez, où les Ukrainiens avaient vraiment... l'armée russe était en déroute totale. Les Ukrainiens avaient les moyens de récupérer les territoires qui avaient commencé à être conquis par les Russes. Et je leur avais demandé pourquoi vous n'avez pas saisi cette occasion pour aller plus loin. Ils nous disent parce que on nous a pas laissé le faire. Donc les Américains, en effet, ne voulaient pas. Il y avait cette histoire de ne pas humilier la Russie, de ne pas être trop co-belligérant, de ne pas trop froisser. Mais de l'affaiblir quand même. C'est ce que dit Jeffrey Sachs. De l'affaiblir suffisamment mais pas de. Ils ne voulaient pas une victoire de l'Ukraine de peur de fâcher Poutine. Et ça, c'était vraiment la faute de Joe Biden, à mon avis.